Bonsoir à tous, vous êtes sur le plateau de Parole de candidats. Le principe de notre émission est simple, permettre aux Français d'interpeller directement les candidats à l'élection présidentielle. Ce soir, deux candidats sont là pour vous répondre, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Ils seront interrogés d'abord par les Français qui sont là sur le plateau. Ils ont déjà témoigné dans nos reportages à la rédaction de TF1. Vous-même, vous pouvez aussi nous interpeller les candidats sur notre site tf1news.fr. Je poserai vos questions d'ici quelques minutes. Et puis il y aura aussi le match avec les 5 journalistes qui sont ici sur le plateau. Voilà, nos invités, je vous l'ai dit, c'est Marine Le Pen puis Jean-Luc Mélenchon. Pour tous les deux, le même principe de questions-réponses. Et tout de suite, on accueille la présidente du Front National, Marine Le Pen. Les Français crieront leur révolte. Halte aux imposteurs, halte aux menteurs. Vive la saine révolte du peuple de France, la révolte populaire que j'incarne. Bonsoir Madame Le Pen. Bonsoir. Vous connaissez le principe de parole de candidat, mais d'abord, peut-être une question d'actualité. Nicolas Sarkozy était aujourd'hui en visite dans un centre d'accueil pour jeunes en difficulté. Samedi, il était en meeting à Bordeaux avec beaucoup de propositions sur la justice, la criminalité ou l'immigration. Est-ce que vous avez l'impression que cette campagne à droite toute peut vous gêner? Est-ce qu'elle vous agace? Non, parce que je pense que les Français sont tout de même pas dupes. J'ai dit, quand j'entends Nicolas Sarkozy parler, je rajeunis de 5 ans, ce qui est tout de même toujours très agréable, puisque j'ai exactement le sentiment d'être en 2007. On a déjà entendu... Il y a 5 ans, le Front National était à 10,5%. Les voix du Front National se sont portées sur Nicolas Sarkozy. Oui, mais entre-temps, il y a eu 5 ans. Et contrairement à ce que pense Nicolas Sarkozy, les Français n'ont pas oublié qu'il a été président durant 5 ans et que toutes les belles promesses qu'il avait pu faire en 2007, aucune n'a été tenue. Guéant Le Pen, même combat. On l'a entendu tout à l'heure dans le journal de TF1 présenté par Gilles Boulot. Ce sont les Marseillais qui l'ont dit sur le passage du ministre de l'Intérieur. Quand Claude Guéant propose de rejeter le droit de vote aux étrangers pour les élections locales pour éviter que les cantines ne deviennent halal, vous avez l'impression que ce sont vos propositions? Non, c'est M. Guéant, comme Nicolas Sarkozy, il pioche des mots dans un chapeau et il essaye d'en faire, il y a un jeu comme ça, une phrase construite. Et à un moment donné, ça ne veut rien dire. Quand Nicolas Sarkozy, par exemple, nous dit qu'il défend la civilisation de la République française, ça ne veut juste rien dire. Quand M. Guéant émet cette proposition, ça ne veut juste rien dire. Le pire étant la dernière déclaration de M. Guéant qui est allé à Marseille pour nous dire que le problème de l'insécurité était réglé. Je pense que les Marseillais, évidemment, vont apprécier cette déclaration. Il n'a pas dit ça, il a dit que c'était en voie d'amélioration, qu'il y avait plus de policiers depuis le mois de mai. Il a dit que le problème était a priori en voie de règlement et ça n'est pas apparu aux Français comme cela. Donc sur le droit de vote des étrangers aux élections locales, quel est le lien avec la viande halal selon vous? Il n'y en a pas, la preuve en est, c'est que la viande halal, il y en a dans un certain nombre d'écoles en France. Il y a des barbecues halal, il y a eu un certain nombre de difficultés. Combien d'écoles, vous savez? Non, c'est bien le problème. Il y a eu, je me souviens, une affaire qui avait un peu fait parler d'elle. C'était à Soissons, une école avait organisé un barbecue halal. Il y a des revendications en termes d'alimentation régulière auxquelles sont confrontées des écoles dans toute la France, pas obligatoirement d'ailleurs dans les grandes villes. Vous avez le sentiment que c'est une préoccupation des Français, vraiment? La viande halal, c'est vous qui avez lancé la polémique il y a quelques jours. Oui, vous avez l'impression que c'est vraiment... Ah oui, je pense que pour comparé à l'emploi, non, mais au pouvoir d'achat... L'un n'empêche pas l'autre. L'emploi et le pouvoir d'achat sont des préoccupations principales, essentielles, mais il n'en demeure pas moins que le lien de confiance qui doit exister entre les Français et leur État passe aussi par le sentiment qu'on ne leur ment pas, qu'on ne leur cache pas des choses, qu'il n'existe pas une opacité. Or, lorsque l'on apprend que, selon d'ailleurs les instituts, que ce soit la filière de la viande ou que ce soit les associations de défense des bêtes d'abattoir, entre 30 et 50% de la viande est distribuée, est halal et est distribuée sans que les consommateurs le sachent. Ce sont des chiffres que réfute la filière viande. Je pense, ils disent 30%. Ils disent 30%. 30%, c'est déjà considérable. C'est une chance sur 3 d'acheter dans un supermarché de la viande halal sans savoir que c'est de la viande halal. La moindre des choses, la moindre des transparences, la moindre des signes de confiance, c'est évidemment d'étiqueter, en l'occurrence, ces produits. Mais or, ça n'est pas fait. Stigmatiser les musulmans de France. Ils s'en sont émus. Ah oui, mais madame, alors à ce moment-là, on ne règle aucun problème. Parce que si dès qu'on soulève un problème, on nous répond, il y a une stigmatisation, alors à ce moment-là, on ne le règle pas. Un coup, on stigmatise les éleveurs de viande.
quand d'un coup on stigmatise les musulmans, il y a un problème. Tout le monde l'admet. Il y a un problème de souffrance animale. Il y a un problème de transparence dans ce qu'achètent les consommateurs et de tromperie sur la marchandise. Il y a un problème sanitaire qui est à soulever et qui est soulevé par un certain nombre de vétérinaires. Et puis, il y a le problème, Madame Ferrari, de la taxe religieuse qui est touchée sur l'abattage de la viande halal et qui oblige, en quelque sorte, sans que nous le voulions, un certain nombre d'entre nous à contribuer au financement d'un culte qui n'est pas le nôtre ou nous n'en avons pas d'ailleurs. Bon, 4 problèmes en un. C'est que ça méritait en tout cas qu'on pose cette difficulté sur le tapis tout de même. Qui sont là sur le plateau, on va voir si ça les fait réagir ou pas du tout. Peut-être pas du tout, on verra. Je disais que vous êtes candidate à l'élection présidentielle. Où est-ce que vous en êtes des parrainages? Mais nous cherchons, je l'ai dit il y a 3 jours maintenant, j'avais 452 parrainages. Alors évidemment, ça s'améliore un peu de jour en jour, mais encore une fois, c'est le rythme auquel ça s'améliore qui continue à m'inquiéter. Donc vous avez maintenant, progressé de combien de je vais vous dire une chose, Madame Ferrari. 30, dès 40? que j'aurai les parrainages, si je les ai, je viendrai immédiatement le dire. Je ne ferai pas durer le suspense. Et si je suis obligé de le faire durer, c'est parce que je ne les aurai pas encore réunis. Ok, on va maintenant passer la parole aux Français qui vous attendent. Je vous propose un petit clip de présentation. Regardez. L'anonymat pénaliserait les candidats issus de l'immigration ou résidant dans les zones urbaines sensibles. Un CV où on enlève toutes les informations qui n'encouragent pas le recruteur à avoir, on va dire, une attitude un peu plus compréhensive. Et pour illustrer ce défi de l'emploi en France, nous nous sommes rendus dans une région, le Saumurois, entre Angers et Tours. Je ne me voyais pas faire 50-60 km pour aller gagner un SMIC. Plus 33%, c'est l'augmentation du nombre de braquages de bijouterie depuis l'année dernière. On va remonter à 5 ans, toutes les bijouteries sont fait cambrioler dans le 15e, bien sûr. Et certaines, plusieurs fois. Depuis quelques mois, c'est même l'hôpital qui se déplace à domicile. Nous, les infirmières coordinatrices, nous passons au moins 1 fois par semaine pour rendre visite aux patients, apporter les traitements. Voilà Marine Le Pen, la première question vous est posée par Stéphanie Bullier. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir. Vous avez 39 ans, vous êtes patronne d'une entreprise qui fabrique des pinceaux dans les Côtes-d'Armor et vous avez une question sur les importations, c'est ça? Exactement. Allez-y. Donc moi je dirige une entreprise de fabrication de pinceaux fins, des pinceaux de beaux-arts et de maquillage entièrement fabriqués à la main. Donc dans mon activité, je dois acheter mes matières premières dans différentes parties du monde. Et je revends 40% de mes pinceaux dans une trentaine de pays en dehors de la France. Donc ma question est la suivante. Quelles vont être les conséquences du protectionnisme que vous prônez sur des entreprises comme la mienne ? Alors d'abord, permettez-moi de vous féliciter, parce que si vous exportez votre produit, c'est qu'a priori, il est de très bonne qualité, et comme souvent, ce que savent produire les Français. En matière d'exportation, madame, les mesures que je vais mettre en œuvre vont améliorer vos capacités d'exportation, et notamment la mesure qui porte sur la maîtrise de notre monnaie. Je voudrais essayer, au travers de votre société, expliquer ce qui arrive à beaucoup d'autres sociétés, c'est le problème de la monnaie trop forte. Prenons votre société, avec exactement les mêmes coûts, avec exactement le même nombre de salariés, les mêmes charges, et plaçons-la hors de la zone euro, eh bien, votre pinceau que vous arrivez par exemple à produire à 1,30 €, hein, dirons-nous, 1,30 $, puisque 1 € égale 1,30 $, eh bien, hors zone euro, il sera produit à 1 $. Vous voyez que déjà là, vous allez avoir on a un problème de compétitivité. Notre monnaie est tellement forte que notre compétitivité est entravée par cette différence de la valeur de la monnaie. C'est la raison pour laquelle je veux retrouver la maîtrise de notre monnaie nationale. C'est pour pouvoir permettre d'exporter plus facilement vos produits et de vous rendre plus compétitive sur les prix, même si, madame, je suis d'accord, le prix... Je dois acheter aussi à l'étranger. Oui, bien sûr. Les importations. Le prix n'est pas le seul élément, il y a aussi la qualité pour exporter. Bon.
vous savez, les droits de douane que je veux mettre en œuvre, ce protectionnisme intelligent pour lequel je plaide, il part quand même d'un constat que vous avez sûrement dû voir aussi comme chef d'entreprise. C'est que nous sommes en concurrence déloyale dans bien des domaines avec des pays qui sont à très bas coût de production. Or, l'on parle souvent du coût du travail, mais même s'il n'y avait pas de charge sur le travail, il n'en demeure pas moins que nous ne pourrions jamais être compétitifs avec des pays qui payent, par exemple, $30 par mois leurs ouvriers. Bon. Ce protectionnisme que je veux mettre en œuvre est un protectionnisme que je vais mettre presque, ça va être de la microchirurgie. C'est-à-dire que je vais choisir avec les chefs d'entreprise les domaines dans lesquels il est possible de réindustrialiser notre pays, dans lesquels nous sommes capables de recréer l'emploi, de recréer l'industrie dans notre pays. Quel produit, quel secteur? Par exemple, le textile. On a ouvert brutalement, du jour au lendemain, nos frontières au textile chinois, moyennant quoi, en l'espace de quelques années, l'entreprise textile, chaussures, a totalement disparu. Bon, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire aux chefs d'entreprise, je vais dire, écoutez, avec vous, en accord avec vous, on va faire un plan de réindustrialisation. Moi, je vais augmenter progressivement d'année en année les droits de douane sur un produit que nous sommes capables de faire. Et vous allez vous mettre en situation, chef d'entreprise, à l'année N+2, de pouvoir produire en France pour être compétitif par rapport aux produits qu'on importe. C'est ça que je veux faire. Parce que, madame, il y a quelque chose tout de même dont nous sommes tous conscients, c'est que si demain, on continue à aggraver le chômage, ce sont les entreprises qui vont en subir les conséquences. Car c'est bien de produire, mais il faut quand même avoir des clients. Or, s'il n'y a plus de clients, parce qu'il n'y a plus d'emplois, et qu'il y a de plus en plus de chômage, les entreprises vont évidemment subir immédiatement la conséquence de cette contraction du pouvoir d'achat que peut-être vous subissez déjà. La monnaie, c'est la clé de tout, si je comprends bien, parce que même si on dévalue de 30%, jamais on sera compétitif par rapport aux Chinois ou aux autres pays dans le monde. Et c'est bien pour ça, Madame Ferrari, vous avez raison, que la monnaie seule ne suffit pas. Que la monnaie doit s'accompagner, encore une fois, de mesures intelligentes de protection aux frontières. Ça n'est pas l'autarcie, parce que j'entends souvent, si vous voulez, c'est où on nous laisse le choix entre ou l'ouverture totale des frontières sans aucune protection, ou l'autarcie où on monte des murs. C'est pas du tout mon objectif. Je vous signale qu'il y a toute une série de pays qui protègent leurs frontières. La Chine en premier, d'ailleurs. La Chine, les États-Unis, le Canada, l'Amérique du Sud, le Brésil, l'Argentine, eh bien, ils protègent des secteurs économiques sur lesquels ils sont capables d'être compétitifs et où ils voient bien que la concurrence déloyale va tuer leur économie. Donc, encore une fois, met en place des mesures de rétorsion, si on met en place des mesures de protection, mais c'est une mesure de rétorsion. De rétorsion, justement. Oui, mais Madame Ferrari, c'est en réalité une mesure de rétorsion de notre part. Alors, mesure de rétorsion, ça fait tout de suite peur. On sent la sanction. Bon, le terme, en réalité, est mal choisi. C'est un équilibre. C'est un équilibre des forces. À partir du moment où nous sommes confrontés à des pays qui protègent en partie leurs économies, il est tout à fait légitime que nous protégions en partie la nôtre. Stéphanie, vous avez votre réponse là de la part de Mme Le Pen? Pas vraiment. Alors, j'entends ce que vous dites au niveau de notre protection, mais je ne comprends pas l'intérêt du retour au franc. Le retour au franc va entraîner forcément des fluctuations importantes. Oui, on va revivre avec une monnaie. Je fronce les sourcils parce que je veux être sûre de pouvoir répondre à votre question précisément. Nous exportons, mais nous sommes forcés d'acheter nos matières premières à l'étranger, en Chine notamment, en Inde, on achète aussi en Allemagne, on achète en Angleterre. Il y a les matières premières comme le poil, les viroles, la partie métallique que nous achetons, nous ne les trouvons plus sur le territoire français. Enfin, le poil, on ne l'a jamais trouvé sur le territoire français de toute façon. Donc, le retour au franc, pour moi, va être difficile pour aller acheter ces matières premières. Vous les payerez 30% plus cher? Tout simplement. Non, madame, alors d'abord, permettez-moi. Les poils, si on ne les a jamais fait en France, c'est évident qu'on ne va pas mettre de droit de douane. C'est comme sur le café. On ne met pas de droit de douane sur des produits que l'on ne produit pas, parce que le principe du droit de douane, c'est justement de rééquilibrer la différence de concurrence et la concurrence déloyale qui, en l'occurrence, nous est faite. On ne met pas non plus de droit de douane à l'égard de pays qui ont le même niveau économique que le nôtre, puisque le but du droit de douane, c'est de répondre à un dumping
social, à un dumping environnemental, à un dumping en matière de respect des normes de sécurité qui, il faut bien le dire, sont très importantes parce qu'on exige des entreprises françaises un très haut niveau de sécurité. Donc sur ces sujets-là, vous n'allez pas avoir d'influence. Bon. Puisque vous parlez de dévaluation tout à l'heure, excusez-moi madame, vous avez votre entreprise, vous la dirigez depuis combien de temps? Depuis 7 ou 8 ans, mais ça fait 17 ans que je suis dans l'entreprise. Bon, vous voyez, alors très bien. En 2002, l'euro, qui aujourd'hui vaut 1,30 $, valait 0,84 $. Avez-vous vu une différence considérable? Moi, je vois une différence maintenant qu'on fonctionne avec l'euro. C'est quand même beaucoup plus facile pour nous, à la fois d'acheter nos matières en dehors de l'Europe et à la fois de vendre. On a une monnaie forte, stable. Ça nous permet d'établir nos tarifs. Ça nous apporte une stabilité qu'on n'avait pas avec le franc. Madame, en 2002, il valait 0,84 $. Et les exportations de notre pays se portaient beaucoup mieux qu'aujourd'hui où nous avons un record de déficit de la balance commerciale parce que plus une monnaie est haute et plus les exportations sont difficiles. Voyez ? Donc ça, c'est quand même quelque chose de très important dans la réflexion que nous devons avoir sur le plan économique. Et je vais répondre et vous rassurer. Je suis pour l'euro monnaie commune. Alors, donc vos difficultés n'existent plus. Puisque l'euro monnaie commune, et non pas monnaie unique, monnaie commune, va permettre d'utiliser cette monnaie dans les échanges internationaux. Ce sera donc l'euro monnaie commune, un panier de la valeur des monnaies nationales de l'Europe. On va parler d'emploi. C'est un peu ce qu'était l'écu. Donc vous voyez que vous n'allez avoir en réalité que des avantages à retrouver une monnaie qui sera au niveau de notre économie. Vous allez pouvoir oxygéner votre création, et d'ailleurs probablement embaucher aussi, et multiplier les exportations, alors qu'aujourd'hui, la surévaluation de notre monnaie est un des éléments, un des obstacles majeurs à l'exportation pour notre pays. Alors, on parlait d'embauche. On va passer la parole à Éric Glorenec. Bonsoir Éric. Vous avez 52 ans, vous êtes cuisinier, vous venez de retrouver un travail grâce à la semaine de l'emploi sur TF1. Une question donc sur l'emploi et l'apprentissage. Tout à fait. Madame Le Pen, vous parlez d'augmenter l'apprentissage, passant de 500 000 à 700 000 et de faire descendre les jeunes jusqu'à l'âge de 14 ans, le démarrage. Vous pouvez m'expliquer pourquoi et comment ? Comment, c'est assez simple, il suffit de le décider là pour le coup. Vous savez que l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans, ça n'a pas toujours été le cas. Avant, l'école était obligatoire jusqu'à 14 ans. Moi, l'analyse que je fais, vous savez, je suis aussi une mère de famille. À un moment donné, il faut aussi avoir les pieds un peu sur terre et savoir un peu de quoi on parle. Bon. Et je m'aperçois qu'il y a beaucoup d'enfants qui ne sont pas faits pour le système scolaire, qui ne sont pas faits pour les études. Or, on les laisse traîner entre 14 et 16 ans dans un système scolaire où non seulement ils ne se plaisent pas, mais où ils gênent les autres. Excusez-moi, mais vous vous rendez compte que vous allez lancer des gamins de 14 ans dans le monde de la vie du travail? Ce sont encore que des gosses. En apprentissage. Attention, l'apprentissage, c'est quoi aujourd'hui? L'apprentissage, ce sont des jeunes, théoriquement, qu'on met dans des entreprises pour leur apprendre un métier. Dans notre cas, par exemple, dans la restauration, ces jeunes, on les utilise que pour des emplois et du personnel à petite rémunération. On ne les utilise pas pour apprendre un métier. Des emplois pas chers, pour vous. C'est de l'emploi pas cher. Ça sert qu'à ça. Non, mais ça, monsieur, c'est donc, du détournement. On va exploiter des gamins de 14 ans. Oui, mais c'est la réalité du terrain, madame. Oui, pas tout à fait, monsieur, parce qu'en réalité, dans l'apprentissage, il y a quand même une partie apprentissage. Oui. Il y a une partie où l'on apprend. C'est pas uniquement une partie où on est dans l'entreprise. C'est moitié. Aujourd'hui, la première chose qu'ils font les employeurs quand ils prennent un apprenti, c'est pour avoir de la main-d'œuvre à pas cher. Ça, c'est la première chose. Il faut voir la réalité du terrain à ce niveau-là. Mais oui, monsieur. Alors, vous allez balancer un gamin de 14 ans, un petit garçon, une petite fille, qui vont être exploités. Non, mais attendez, si on en est là, c'est quand même assez inquiétant sur le niveau de la France. Alors, il faut aller voir sur le terrain avant de prononcer des choses comme ça. Alors, Madame monsieur, Le Pen. non, mais moi, je suis allé sur le terrain et je suis allé voir les professionnels, notamment de la viande. Oui. Je suis allé voir les bouchers, je suis allé voir les boulangers qui réclament à corps et à cri que l'apprentissage soit baissé à 14 ans. Pourquoi, monsieur? Parce qu'encore une fois, laisser un gamin pendant 2 ans, alors qu'il n'est pas fait pour les études, perturber les autres parce qu'il s'ennuie et il veut faire autre chose, il a de l'énergie à revendre.
bon, lui permettre d'apprendre un métier, d'apprendre, pas de travailler comme un adulte, d'apprendre un métier dès 14 ans. Bon. Et donc de le former à un métier qui lui permettra de gagner sa vie et de pouvoir élever une famille et d'avoir un salaire D'accord, mais à ce moment-là, décent. on peut leur apprendre un métier sur la théorie de 14 ans à 16 ans, au lieu de les balancer directement dans le marché du travail. Mais monsieur, on peut faire des écoles spécialisées pour ça. Mais monsieur, il y a beaucoup d'enfants qui veulent aller dans l'entreprise, qui ne veulent plus être dans le circuit scolaire. Ils ne le veulent plus, ils s'y ennuient. Ils ont le sentiment qu'ils sont inutiles. Bon, et de surcroît, monsieur, il y a un problème, c'est que souvent à 16 ans, quand un enfant est resté pendant 2 ans dans un système scolaire, où manifestement, encore une fois, ça n'était pas son goût, eh bien souvent à 16 ans, il est un peu tard pour apprendre des réflexes d'entreprise. Et souvent, les gens nous disent, vous savez, nous, un enfant à 16 ans, il est déjà tellement construit qu'il a pu aussi prendre de mauvaises habitudes. Moi, je crois que l'apprentissage est quelque chose de fondamental pour revaloriser le travail manuel. Dans notre pays, on a considéré depuis des années que tout le monde devait faire des études, et des études de plus en plus longues, au point d'ailleurs que nos diplômes quasiment ne valent plus rien, en tout cas les premiers. Bon. Or, on a dévalorisé le travail manuel. Il n'y a rien de plus respectable que le travail manuel. Je suis d'accord avec vous. Aujourd'hui, je suis dans une entreprise, on prend des jeunes qui ont 18 ans, qui n'ont aucune formation. D'accord ? On leur donne un contrat à durée indéterminée, chose qui est énorme aujourd'hui, par les temps qui courent. On leur demande quoi ? On leur demande le respect, l'enthousiasme, et ensuite, on leur apprend les choses de notre métier directement. Ils ont un salaire, comme tout le monde. Ces jeunes-là, ils sont pleins de vie, ils ont vraiment envie. Mais ils ont 18 ans. Mais ils ont 18 ans. Ils ne sont pas exploités. Oui, enfin, je ne suis pas On va tout à fait conclure, d'accord sur avec vous. Parce qu'on ne peut pas considérer un apprenti comme un salarié comme un autre. Mais c'est ce qu'ils font. Puisque le principe de l'apprentissage, c'est d'apprendre. Exactement. Et pendant le temps de l'apprentissage, il n'est tout de même pas scandaleux que l'apprenti, lorsqu'il travaille, parce qu'encore une fois, il est en partie dans l'entreprise et en partie dans son centre, il n'est pas scandaleux qu'il ne soit pas payé au même prix qu'un salarié qui maîtrise l'intégralité des savoirs. Admettez cela tout de même avec moi. D'accord, mais par exemple... Vous savez, il y a beaucoup d'études où on n'est pas payé du tout. Oui. Où les parents sont obligés de faire des sacrifices inouïs pour permettre à leurs enfants de faire des études. Quand on fait des études de droit, on n'est pas payé. Quand on fait toute une série, encore une fois, d'études qui s'allongent, aux grandes dames d'ailleurs, bien souvent des parents modestes, eh bien, il y a 0 salaire. Et non seulement il y a 0 salaire, mais il faut en plus payer de plus en plus parce qu'en l'occurrence, le coût de l'université augmente. Alors, très entre nous, je crois qu'il y a beaucoup plus d'avantages, monsieur, à l'apprentissage à 14 ans qu'il n'y a d'inconvénients. D'accord. Comment vous allez faire pour imposer ça aux entreprises, pour augmenter ce système ? Ah, mais je ne l'impose pas aux entreprises. C'est elles qui sont demandeurs. Les artisans sont demandeurs. Les très petites entreprises sont demandeurs d'avoir des apprentis dès 14 ans. Voilà, c'est eux qui demandent. Et ils disent la crise des vocations, c'est souvent parce que l'enfant arrive dans la filière ou dans le métier trop tard. Et que nous avons le plus grand mal, effectivement, à l'intégrer dans l'entreprise et à lui apprendre notre savoir-faire. Alors justement, on va continuer à parler des jeunes par le biais de l'intégration. Bonsoir Adil Nassiri. Bonsoir. Vous avez 36 ans, vous venez de la Paillade à Montpellier. Oui. Vous êtes actuellement au chômage, vous avez déjà travaillé dans les travaux publics. Vous avez une question à Marine Le Pen. Oui, en fait, je voulais revenir lors de votre intervention dans l'émission de France 2 de David Pujadas, quand il vous faites de la pub aux confrères ce soir. Oui, quand il vous a posé la question si vous étiez élu présidente de la République, à qui dédierez-vous votre victoire ? Vous lui avez répondu que vous dédierez votre victoire à votre grand-père paternel mort pour la France. Alors si on retourne à l'époque de votre grand-père paternel mort pour la France, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, il y a eu des milliers de combattants musulmans venus du Sénégal, Maroc, Algérie, qui sont morts pour la France, qui se sont sacrifiés pour que le sol français retrouve sa souveraineté et sa liberté. Ensuite, après ces 2 guerres mondiales, il fallait reconstruire ce pays. La France a eu recours à nouveau à ces mêmes anciens combattants survivants, à leurs enfants qui sont nos parents, pour reconstruire la France, pour lui redonner son sang, pour lui faire redorer son blason, pour remplir ses usines et labourer son sol. Alors, votre question Adil maintenant. Ma question,
au nom de ces combattants musulmans qui sont morts pour la France, au même titre que votre grand-père paternel, serait-il pas préférable de laisser les droits du sol tel qu'il est actuellement, que ce soit normal qu'il y ait des mosquées en France, que les musulmans puissent pratiquer leur religion comme elle doit l'être selon l'article des droits de l'homme, et même, pourquoi pas, même qu'il y ait de la viande halal dans les cantines. Alors, droit du sol. D'abord, vous mélangez énormément de choses. Alors, je sais que, à force de le répéter, on finit par croire que c'est une réalité. Il y a des réalités dans ce que vous avez dit, il y a des choses qui sont fausses, voilà, simplement. La réalité, c'est qu'effectivement, il y a des Français musulmans qui se sont battus, bien sûr, et ils étaient Français, monsieur. Et à ce titre, nous leur avons, en toutes circonstances, rendu hommage, et c'est d'ailleurs... des Marocains, des Algériens, des Sénégalais. C'est d'ailleurs pour les Français musulmans qui se sont battus à la Première Guerre mondiale que leur a été offert la Grande Mosquée de Paris. Vous le savez, bien sûr. Bon. Les Français musulmans d'Algérie, les Harkis, ont trouvé à leur côté, en toutes circonstances... Je parle de ceux qui sont combattus pendant la Première Guerre et Deuxième Guerre mondiale. Je ne parle pas de la guerre d'Algérie, je parle de ceux qui étaient à l'époque de votre grand-père paternel mort pour la France, qui eux aussi ont combattu aux côtés de votre grand-père. Ils se sont quand même battus pour défendre ce territoire. Et pour, Français, vous savez ce qu'on disait à l'époque, par le sang reçu et par le sang versé. Il n'y a donc aucune difficulté là-dessus. Il y a eu des combattants qui se sont battus pour la France, ils en ont été récompensés, on leur rend hommage et c'est tout à fait normal. On leur rend hommage comment? Vous avez raison. Une forme de reconnaissance à leurs petits-enfants? Non, monsieur, permettez-moi, mais on rend hommage à celui qui a mis sa vie au bout de la défense de sa nation, au bout de la défense des valeurs qui étaient les nôtres. Bon. Alors, sur le droit du sol, ceux-là, monsieur, ceux-là ne sont pas tous, il faut bien le dire, les grands-parents des millions d'étrangers qui sont entrés en France depuis 30 ans. Vous dites, ils ont reconstruit la France après la Seconde Guerre mondiale. Non, non. Les premières vagues d'immigration, en l'occurrence très importantes, provenant notamment du Maghreb, sont arrivées dans les années 70. Donc en 70, on n'était pas encore en train de reconstruire la France. Elle était largement reconstruite. Après l'Indochine. Depuis quand même bien longtemps, monsieur. Oui. Bon. En 1973, nos gouvernants ont décidé d'importer de la main-d'œuvre à bas coût. Je trouve que c'était une erreur. Voilà, c'était une erreur, ça a été une politique qui a été erronée et que, effectivement, nous payons cher aujourd'hui. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une situation où nous avons 5 millions de chômeurs, 8 millions de pauvres, 1,2 million de Français qui sont dans l'attente de foyers, qui sont dans l'attente d'un logement social. Croyez-vous qu'il n'est pas folie que de continuer à faire entrer 200 000 étrangers par an dans notre pays? C'est pas la question d'Adil, hein. Oui, c'est pas ma question. C'est pas du tout sa question. Hein. Bah si, mais c'est la question pas que du tout. vous avez me parlé posez. au niveau de la reconnaissance du droit du sol. Il soit normal que si une personne née de parents issus de l'immigration français, qu'il puisse avoir sa nationalité française comme elle est actuellement, qu'on ne change pas ces règles-là. Et qu'il y ait aussi une forme de reconnaissance de votre part, puisque vous avez dédié, si vous étiez présidente, votre victoire à votre arrière-grand-père, à votre grand-père paternel. Alors, la réponse de Madame Le Pen. Je rends hommage aux combattants. Mais je ne vais pas ouvrir grandes les portes de mon pays à des pays entiers. Donc il n'y a pas la même reconnaissance. Si nous parlons de l'Algérie, je vous rappelle qu'entre-temps, l'Algérie est devenue indépendante. Ils se sont battus pour obtenir leur indépendance. Par conséquent, on a du mal à comprendre pourquoi ils sont toujours aussi nombreux à vouloir venir en France, alors même qu'ils ont acquis de haute lutte leur indépendance. Sur le droit du sol n'a strictement rien à voir, monsieur. Le droit du sol, c'est le droit pour un étranger pour un enfant qui naît sur le territoire de parents étrangers, d'acquérir automatiquement la nationalité française. Eh bien, je dis que cette acquisition automatique de la nationalité française est une pompe aspirante de l'immigration. Elle incite à une immigration supplémentaire. Or, pourquoi je vous ai parlé des 200 000 personnes tout à l'heure? Parce qu'on les loge où? On leur donne quel travail, puisqu'il n'y a pas d'emploi et pas de logement? Donc, tant qu'on continuera à faire de la France un pays qui soit attractif pour l'immigration, eh bien, l'on continuera à faire entrer des gens à qui l'on n'a plus rien à offrir, au détriment d'abord des Français,
mais au détriment même de ces gens qui viennent et qui ne trouvent rien sur notre territoire. Donc je suis pour la suppression du droit du sol. Je pense que la nationalité française s'hérite ou se mérite. Oui. Vous retournez votre veste, en fait. C'est un retournement de votre veste pour ceux qui ont combattu auprès de votre grand-père paternel, à qui vous direz... Non, monsieur, ils étaient français, monsieur. Non, ils étaient quand même français. Ils étaient français. Ils venaient du Sénégal, les tirailleurs sénégalais, des Marocains, des Algériens, musulmans, français, Pourquoi voyez-vous cette différence musulman? Français, musulman, parce que vous faites cette différence. Ah non, moi, on ne la fait pas. Parce qu'ils étaient... Monsieur, je suis la présidente d'un parti politique qui a fait élire la première musulmane au conseil régional d'Île-de-France. Vous niez qu'il y a des cimetières, vous niez qu'il y a des cimetières musulmans à Verdun, vous niez qu'il y a des cimetières musulmans où sont enterrés des anciens combattants. Je n'ai absolument pas nié cela, donc, monsieur. C'est des cimetières de combattants musulmans. Et je vous dis même mieux que ça, je vous dis que le Front National a été le parti politique qui s'est battu bec et ongle pour défendre les harkis, les Français musulmans qui avaient choisi la France, quand les socialistes et les gens de droite les ont parqués dans des camps, les ont traités comme des chiens et qui sont restés pendant des années et des années, comme on n'oserait même pas aujourd'hui traiter quelqu'un qui n'a aucun droit sur notre sol, c'est-à-dire un clandestin. Adil, eh bien, nous les avons défendus. Nous, en toutes circonstances, nous avons demandé à ce que le massacre dont ils ont été victimes, notamment en Algérie, soit reconnu par l'État français plutôt que de reconnaître le massacre, le génocide arménien. Reconnaissons déjà ceux de chez nous qui ont été massacrés. Alors vous voyez que si nous étions des adversaires des musulmans, nous ne serions pas comportés comme cela. Alors vous allez dédier, si au cas où vous êtes présidente de la République, vous allez dédier votre victoire à tous ces combattants qui sont morts pour la France. À tous les combattants qui se sont battus pour la liberté de la France et qui aujourd'hui, sûrement, doivent s'étonner de voir que notre pays est en train d'abandonner cette liberté si chèrement acquise. Bien sûr, parce que c'est ce qui est en train de se passer. Merci beaucoup, Adil. On reviendra à vos questions dans un instant. On va passer, si vous le voulez bien, la parole à Joëlle Percheron, qui est juste derrière vous. Bonsoir, Joëlle. Bonsoir. Vous avez 46 ans, vous êtes commerçante, mère de 4 enfants. Et vous cumulez 2 emplois pour vivre. Vous avez une question à poser à Marine Le Pen à ce sujet. Oui, bonsoir. Donc ma question sera la suivante. Je suis commerçante indépendante dans une ville du Maine-et-Loire. Ma question porte sur le fait que je côtoie énormément de travailleurs indépendants, des commerçants, des artisans, des agriculteurs aussi parfois. Et il s'avère que depuis un certain nombre d'années, on va dire, nous n'arrivons pas à obtenir une rémunération de l'emploi que nous nous sommes créés, de l'entreprise que nous avons achetée. Pour ma part, j'ai été obligée de travailler pendant près de 2 ans, un contrat aidé pour pouvoir subvenir aux besoins de ma famille. Est-ce que dans vos thèmes de campagne, on peut retrouver une réflexion, quelque chose qui pourrait aider les travailleurs indépendants, les commerçants indépendants, à avoir peut-être un allègement de charges? On cotise à tout va. On cotise pour l'emploi, sachant que si un jour, malheureusement, nous devons fermer boutique, nous n'obtiendrons aucune indemnité. Alors, la réponse de Marine Le Pen, Joëlle. Vous êtes les vrais patrons, les vrais petits patrons. Quand je dis les vrais, c'est qu'il y a des faux. Il y a des gros qui sortent des écoles, qui sont cooptés, qui mettent jamais un sou dans leur entreprise, qui licencient pour des raisons de profit sous la pression des actionnaires. Vous êtes des vrais patrons. Et bien souvent, c'est vrai que vous payez moins quand vous avez des salariés que vos salariés. Vous mettez votre propre argent dans votre entreprise au risque de le perdre. Et puis au risque aussi, quand l'entreprise se porte mal ou qu'elle tombe, eh bien de subir l'opprobre. La situation des petits patrons aujourd'hui en France est extrêmement préoccupante parce que c'est cette volonté d'entreprendre qui fait la force d'un pays. Et il faut bien admettre que je considère comme incompréhensible le comportement du président de la République et de son gouvernement qui, durant 5 ans, a aidé
les grandes entreprises du CAC 40, alors qu'on sait qu'elles ne créent pas d'emplois, et qui ne s'est jamais penché sur ce qu'on appelle les TPE, les commerçants, les artisans, dont on sait qu'ils sont quasiment la seule source d'emploi dans notre pays. Alors, j'ai fait toute une série de propositions pour les très petites entreprises, pour les commerçants. Et la première des propositions, c'est d'abord, en termes d'impôt sur les sociétés, de rendre cet impôt sur les sociétés plus progressif pour alléger cet impôt sur les petites entreprises. Et soumettre d'ailleurs aussi à l'IS ceux qui ne le sont pas. Pourquoi ? Parce qu'on se rend compte aujourd'hui que les tout petits patrons, eh bien, avec l'impôt sur le revenu, ils payent des sommes qui sont souvent assez considérables. Ils ne bénéficient pas de la possibilité de retirer de leur activité les charges qui sont les leurs, à la différence des sociétés. Je crois que ça, c'est profondément injuste. Mais de manière générale, on voit bien que plus la situation est difficile pour les consommateurs, plus la situation va être difficile pour les commerçants. Plus on fait le choix, comme l'a fait le gouvernement, de l'austérité, c'est-à-dire de contracter le pouvoir d'achat, et plus les commerçants vont être immédiatement les premières victimes, parce que si vos clients ont moins de capacité pour acheter, eh bien vous allez voir évidemment vos bénéfices fondre. Or, vos charges, elles ne fondent jamais. Et notamment le système de santé auquel vous cotisez, qui devait améliorer votre situation, eh bien, s'est avéré être un véritable gouffre qui vous coûte aujourd'hui plus cher que cela vous coûtait hier. Alors, baisser les charges des très petites entreprises, les financer, madame. Parce qu'en ce moment, j'imagine que pour trouver des financements auprès des banques, ça ne doit pas être très simple. C'est impossible. C'est impossible. Parce que les banques ne font pas leur travail. On leur donne de l'argent des contribuables, mais on ne leur impose pas de continuer à faire ce pourquoi normalement elles ont pourtant été créées, à savoir financer l'économie. Alors, j'ai proposé une solution qui m'apparaît avoir que des avantages. Il n'y en a pas souvent. Souvent, dans une solution, il y a des avantages et des inconvénients et il faut peser, mais là, elle n'a que des avantages. Nous allons créer un fonds de financement des TPE-PME qui va être abondé par les 50 plus grosses capitalisations boursières, les grosses sociétés du CAC 40, qui vont verser 15% de leurs résultats à un fonds qui va donc être abondé de 12 milliards d'euros par an sur 5 ans. Eh bien, ces 12 milliards d'euros par an vont aller au financement des TPE et des PME. Parce que si l'on continue à cette crise du crédit à l'égard des entreprises, eh bien, elles vont tomber les unes après les autres comme de véritables dominos. Parce que vous savez bien, quand il y a une entreprise, il y a aussi des sous-traitants. Et quand une entreprise tombe, elle n'est bien souvent, pas la seule à tomber. Voilà. Donc ça, c'est une première solution. La solution de la fiscalité pour alléger, la solution du financement, parce que c'est un problème fondamental pour les TPE et les PME. Et puis je vais redonner du pouvoir d'achat, pour que vos clients puissent venir acheter. Et alors comment ça va passer par la revalorisation des allocations familiales, parce que vous avez 4 enfants, et vous savez bien que les allocations familiales, évidemment, couvrent une partie de plus en plus dérisoire du coût d'un enfant. Et vous n'êtes pas la seule mère de France à vous en rendre compte, nous sommes toutes dans ce cas-là. C'est un effort, puisque c'est 2 milliards d'euros par an qui sont débloqués pour revaloriser les allocations familiales, dont je vous indique que je les réserverai à nos compatriotes, c'est-à-dire aux Français, parce que je pense que nous n'avons plus les moyens d'être généreux comme nous le fûmes par le passé. On a beaucoup de questions sur Internet aussi, Et Marine puis, Le Pen, je vais si vous pouvez augmenter, conclure. et j'en terminerai là, je veux augmenter de 200 € les salaires jusqu'à 1,4 fois le SMIC. Mais vous voyez la différence avec l'augmentation du SMIC que proposent mes adversaires. C'est que l'augmentation du SMIC, vous le savez bien, ça va augmenter vos propres charges. Si on vous oblige à augmenter le SMIC, par exemple de vos salariés si vous en avez, la charge sur l'entreprise va augmenter. Alors que dans ma solution à moi, comme je fais prendre en charge par l'État les 200 € de cotisation sociale, le salaire net va immédiatement augmenter de 200 € sans charge supplémentaire pour l'entreprise. Et ça coûtera combien ? 20 milliards d'euros à la France ? Ça coûte 20 milliards d'euros, moins un certain nombre de bénéfices
qui est le retour de la consommation de ces 200 €. Vous savez très bien que quand on augmente les bas salaires, eh bien, il y a un retour de TVA, etc., etc. On a quelques questions d'internautes, Madame Le Pen. Pourquoi attaquez-vous plus l'UMP que le PS? C'est une question qui nous vient de Savoie. C'est-à-dire, je considère qu'ils font exactement la même politique. Alors, quand j'attaque l'un, j'attaque l'autre. D'ailleurs, je les appelle UMPS, vous le savez bien. Et deuxièmement, je suis face à un président sortant. C'est l'UMP qui a été au pouvoir pendant 5 ans. Par conséquent, j'attends du président sortant autre chose, et je suis comme beaucoup de Français, que la réitération de promesses qui nous ont été faites il y a 5 ans. Moi, je veux dire, si Nicolas Sarkozy était venu pour nous dire, voilà, objectivement, j'avais plein d'idées en tête, j'avais plein de projets, et puis, pour 1000 raisons, j'ai pas pu les faire, s'il disait, je suis en total désaccord, par exemple avec Madame Le Pen, moi je pense qu'il faut plus d'immigration, c'est pour ça que j'ai augmenté l'immigration dans notre pays. Je pense qu'il faut plutôt aider ceux qui ont les plus gros moyens, aider plutôt les entreprises du CAC 40, comme la niche Copé, qui a coûté quand même 20 milliards en 3 ans, etc. Au moins il serait franc. Moi ce que je veux, c'est de la franchise et de la sincérité. On peut ne pas avoir les mêmes idées que moi, mais bon sang qu'on les défende avec sincérité. Ce qui est insupportable dans le comportement du président sortant, parce qu'il est président encore, c'est ce cynisme qui consiste à dire quelque chose et 4 jours après, c'est même plus 5 ans après, 4 jours après, dire l'inverse. Ça a été le cas dans l'affaire, par exemple, prenons-le parce qu'on en parlait tout à l'heure du halal. Il y a 4 jours, il se précipite à Rungis, ou une semaine. Il se précipite à Rungis pour dire « cette polémique n'a pas lieu d'être ». Et puis une semaine après, il vient dire « oui, il faut l'étiquetage sur les produits ». Donc, je l'ai dit aux Français, exigez aussi, ayez une exigence en matière de moralité de vos dirigeants, en matière d'exemplarité de vos dirigeants. Nous sommes des parents et on apprend à nos enfants qu'on ne ment pas, qu'on ne triche pas. Eh bien, la moindre des choses, c'est de ne pas accepter ça de ceux qui nous gouvernent, surtout quand les mensonges sont énoncés avec autant de cynisme. Autre question, Madame Le Pen. Êtes-vous pour le déremboursement de l'IVG? Le déremboursement de l'IVG n'est pas dans mon projet. Mais, je l'ai dit très clairement, nous sommes dans une situation où aujourd'hui, de plus en plus de Français, de personnes âgées, ne peuvent plus se soigner correctement. Chacun d'entre vous a vu les listes de plus en plus longues de médicaments qui sont déremboursés, dont on nous explique qu'ils sont déremboursés parce qu'ils ne sont pas efficaces. Il y a qu'un malheur, c'est que moi je les connais tous. Alors si je les connais tous, c'est qu'a priori on me les a prescrits. Alors soit tous les médecins sont des idiots et des incompétents, soit en réalité on dérembourse les médicaments qui sont les plus utilisés pour essayer de gratter un peu d'argent sur ceux qui sont malades, ce qui objectivement n'est pas non plus extrêmement glorieux. Quel est le rapport avec l'IVG? Je vais vous le dire. C'est que si j'ai un choix budgétaire à faire entre ne pas rembourser l'IVG, qui est un acte qui peut être évité, étant entendu qu'il existe quand même de nombreux moyens de contraception dans notre pays, et être obligé de dérembourser des actes qui ne peuvent pas être évités, et qui permettent à des Français qui souffrent de se soigner, qui permettent à des personnes âgées de se soigner, eh bien, si j'ai ce choix à faire, j'assumerai le choix de rembourser plutôt les radiographies abdominales pour les personnes âgées, les médicaments pour les personnes âgées. Donc les IVG seront réservés aux plus riches, aux plus favorisés, qui pourront se le payer. Et actuellement, les médicaments, ils ne sont pas réservés aux plus riches. Madame Ferrari, quand un tiers des Français ne se soignent plus correctement parce qu'ils n'en ont plus les moyens, c'est pas réservé donc aux plus riches. Les soins, on parlait des soins. Je parle de tout, mais je parle de tout, madame, les soins dentaires, les lunettes, les soins de longue durée, les médicaments qu'il faut acheter tous les mois et qui ne sont pas remboursés. Alors, oui, madame, effectivement, aujourd'hui, en France, eh bien, pour être bien soigné, il faut être riche, ou en tout cas, il ne faut pas être pauvre. Eh bien, quand un tiers des Français ne peuvent pas se soigner, moi, je fais un choix, j'essaye de privilégier les soins qui ne peuvent pas être évités et éventuellement, même s'il faut dérembourser, un acte qui, lui, peut être en amont évité. Évidemment, pas pour les avortements thérapeutiques et bien sûr. Question encore sur notre site tfnews.fr. Vous voulez supprimer le permis à points? Est-ce que ce n'est pas un encouragement à la délinquance routière? Pas du tout. Je ne crois pas du tout. Je crois que le permis à points a fait des délinquants, a créé des délinquants.
Il y a énormément de Français qui sont des gens éminemment respectueux, qui travaillent, qui utilisent leur voiture, et je pense évidemment dans les campagnes, parce qu'on pense souvent aux villes, mais dans les campagnes, vivre sans voiture, pour beaucoup de gens, c'est quasiment impossible. Bon, ils subissent d'ailleurs lourdement l'augmentation du prix de l'essence, dont j'espère on parlera tout à l'heure. Or, le fait de perdre un point par-ci, un point par-là, parce qu'on a dépassé de 3 km/h la limite autorisée, finit par faire que des millions de Français aujourd'hui conduisent sans permis. Ce qui me paraît être très grave, parce que s'ils ont un accident, en l'occurrence, il n'y a pas d'assurance, et on a créé, encore une fois, une sorte de nouvel style de délinquant. Alors je crois qu'il faut revenir à la raison, il faut revenir à un permis de conduire qui entraîne évidemment une responsabilité. Si vous commettez un délit ou si vous avez une contravention, vous la payez. Si vous commettez un délit, vous êtes jugé par un magistrat. S'il considère que le délit est grave, il vous suspend votre permis, il peut même éventuellement vous l'annuler. Ça se faisait aussi par le passé. Mais ce système de permis à points est en réalité, honnêtement, devenu... Et les éthylotests ? Attendez, c'est devenu le moyen de ponctionner sur les automobilistes encore plus d'argent pour le faire rentrer baisser la mortalité dans sur les routes caisses. aussi. Non, je ne le crois pas, madame. Je ne le crois pas. Je crois qu'il y a beaucoup d'autres choses à faire pour faire baisser la mortalité sur les routes. Les éthylotests ? Étant entendu, et pourquoi pas, oui, évidemment, lutter contre l'alcool et contre la drogue aussi. J'ai proposé le cannabisotest ou le cocaïnotest, parce que l'alcool est une chose, mais le développement de la drogue dite, entre guillemets, même dite, entre guillemets, douce, étant entendu que je ne crois pas qu'il y ait de drogue douce, est aussi un des éléments qui est aujourd'hui nié dans l'existence des accidents de la route. Alors, voilà ma position sur le permis à points. Je pense qu'en réalité, c'est devenu une vaste manière de faire rentrer de l'argent. L'automobiliste, c'est la vache à lait. Souvent, il est bien identifié, celui-là, à la différence des délinquants qui volent, qui violent, etc. Celui-là, on sait, il a sa voiture, il a son permis de conduire, il a une plaque d'immatriculation, on sait parfaitement où le trouver, on sait où aller ponctionner l'argent de ses contraventions, etc., etc. Et les radars, par exemple. Les radars, ils ne sont pas mis sur les routes dangereuses. Les radars, ils sont mis sur les autoroutes où les portions sont les plus rentables. Est-ce que ça, c'est de la lutte contre la délinquance routière ? Je ne le crois pas. On va se tourner maintenant vers les journalistes. Ils sont 5 et ils vous attendent avec impatience et on va les écouter. La première question vous est posée par François Bachy. Oui, vous venez de dire que Nicolas Sarkozy pouvait changer de pied. Vous, est-ce que vous n'êtes pas parfois victime d'une synthèse un peu difficile, qui est déstabilisatrice pour votre électorat ? Parce que vous avez commencé votre campagne sur la dédiabolisation du Front National, des thèmes économiques et sociaux, vous parliez aux fonctionnaires, tout ça, c'était assez neuf dans le langage du Front National. Et puis, depuis quelques jours, c'est retour aux fondamentaux, immigration, préférence nationale, et ça coïncide pile avec l'entrée en campagne de Nicolas Sarkozy. C'est juste un hasard ou... Non, mais c'est surtout une fausse analyse, M. Bachy. Car en réalité, si vous retournez un petit peu au loin dans ma campagne, à chaque fois que je parle d'immigration et de sécurité, on marque « Marine Le Pen revient à ses fondamentaux ». D'ailleurs, en général, en début de meeting, je dis « Les journalistes vont écrire Marine Le Pen revient à ses fondamentaux ». Je marche sur mes deux jambes. Vous avez surpris au mois de janvier avec votre conférence de presse économique et sociale. Mais monsieur, je marche sur mes deux jambes. Je considère qu'il y a un certain nombre de très grands problèmes auxquels il faut apporter maintenant des solutions, parce que rien n'a changé depuis 30 ans, que tout s'est aggravé progressivement. Il y a d'un côté le pouvoir d'achat, le chômage, la dette. De l'autre côté, l'immigration et l'insécurité. Voilà les 5 grands thèmes auxquels il faut apporter des réponses immédiates. Et je crois que des candidats qui parlent de l'un sans jamais évoquer l'autre, je pense un petit peu à M. Hollande, qui, en matière d'immigration, je ne sais pas si vous savez ce qu'il pense, moi je n'en sais strictement rien. Régularisation au cas par cas. Pardon ? Régularisation oui, au cas par cas. Donc comme Nicolas Sarkozy. Bon, on est content de le savoir. Et sur l'insécurité, c'est vrai qu'on ne l'entend pas non plus, parce qu'il y a une gêne considérable de la part des socialistes à parler d'insécurité. Ils sont toujours dans cette espèce de fantasme un peu puéril, comme quoi les assassins, les criminels, les délinquants sont des pauvres victimes de la société, sont des victimes de la pauvreté, et que par conséquent, il ne faut pas faire régner l'ordre dans un pays, parce que déjà le terme d'ordre, oh là là, mon Dieu, c'est de la caricature. C'est absolument épouvantable. C'est un peu caricatural. Oui, c'est un peu ça quand même. Alors, les états généraux de Villepin, il ne parle pas du tout de ça. Quant à Nicolas Sarkozy, quand est-ce qu'il a parlé de la crise, là, de la dette ? On n'entend plus parler non plus, ni les uns ni les autres. Ça vous étonne pas, M. Bachy, que les deux...
que les deux candidats qui sont donnés en tête des sondages, dont on cherche à nous vendre d'ailleurs le deuxième tour avant le premier. Hein. C'est comme s'ils avaient déjà gagné. Ils se répondent l'un l'autre, etc. Et puis les autres n'existent plus. Personne n'a parlé du mécanisme européen de stabilité. Personne n'a dit aux Français ce que c'était. Il n'y a pas eu un seul Sarkozy débat. en a parlé dans sa conférence de presse à Bruxelles et il avait fait toute son émission du 29 janvier sur la question. Personne ne parle de comment est-ce qu'on réduit la dette. On m'a demandé mon chiffrage, je l'ai donné, ça a permis à un certain nombre de journalistes de le critiquer. Je trouve ça très bien, parfait. Mais il est où le chiffrage de Nicolas Sarkozy? Il est où le chiffrage de M. Hollande? J'ai vu 2 pages passer avec 3 chiffres dessus. Nous avons une dette abyssale. Où sont les économies de M. Hollande, par exemple? Moi, j'ai des économies, je l'ai dit très clairement aux Français, les économies que je voulais faire sur la fraude sociale, sur l'immigration, sur les 7 milliards que nous laissons chaque année à l'Union européenne, j'imagine pour payer ces hauts fonctionnaires et leur offrir des retraites dorées. Parce que, croyez-moi, les retraites dorées, il y en a aussi beaucoup au niveau des technocrates européens. Bon, j'ai dit précisément ce que je voulais faire, que je voulais que les conseils régionaux et les conseils généraux se serrent un peu la ceinture, parce qu'aujourd'hui, c'est la grande machine à distribuer des subventions avec l'argent des Français. Et puis on augmente les impôts locaux parce que c'est tellement plus facile pour se financer d'augmenter les impôts locaux qui ont explosé dans notre pays et dont on ne parle jamais. Alors, le fait de m'entendre parler d'immigration, d'insécurité, de chômage, de dette et de pouvoir d'achat, eh bien oui, je le fais depuis plusieurs années maintenant et je continuerai à le faire parce qu'il m'apparaît que ce sont des thèmes qui sont essentiels. On va parler d'économie maintenant avec un duo, Françoise Delittetri et Françoise Fressoz. Bonsoir Madame Le Pen. Bonsoir Madame Fressoz. Je voulais revenir avec vous sur la question du pouvoir d'achat, mais peut-être prise d'une autre façon qui est par l'inflation. Vous avez beaucoup accusé l'euro d'avoir fabriqué de la hausse des prix et d'avoir amputé le pouvoir d'achat des Français. Quand je regarde votre projet, je pense que c'est l'un des projets qui est le plus inflationniste parce qu'il y a 3 raisons d'importation de l'inflation. Vous avez d'abord, vous créez le franc, vous dévaluez, vous faites une dévaluation compétitive, donc les produits importés vont coûter mécaniquement plus cher, 30%, on l'a dit tout à l'heure. Vous faites marcher la planche à billets, 100 milliards d'euros par an, pour essayer d'éponger la dette. Et puis vous créez des taxes à l'importation, une taxe de 3%, si je comprends bien, elle touche tous les produits importés. Et puis des écluses que vous appelez des droits de douane intelligents qui vont frapper certains produits. Donc vous chiffrez votre projet, sauf qu'il n'y a pas un chiffre qui concerne l'inflation. À la fin du quinquennat, l'inflation est à combien dans le projet de Marine Le Pen? Ah, vous n'avez pas regardé alors? Si, j'ai regardé tout. Parce que J'ai l'inflation, on a tenu compte effectivement d'une légère inflation. Mais Mme Fressoz, en 2002, quand tout à l'heure je le disais d'ailleurs, l'euro coûtait 0,84 $, il y avait plus d'inflation qu'aujourd'hui? Vous dites que vous avez tenu compte d'une légère inflation, c'est celle qui existe, mais celle que vous produisez parce que vous faites. Quand l'euro valait 0,84 $ en 2002, il y avait plus d'inflation qu'aujourd'hui? Il y avait autant d'inflation à peu près. Voilà. Merci. Oui. Et aujourd'hui, tous les économistes admettent que nous ne sommes absolument pas dans une situation inflationniste. Bien au contraire, d'ailleurs. Madame Le Pen, on constate actuellement une hausse très forte de l'énergie. Donc vous regardez des prix du pétrole qui flambent. Oui. Or, on importe du pétrole. Donc ça va faire encore augmenter les prix. Comment vous faites pour le consommateur pour que ce ne soit pas une atteinte au porte-monnaie? Merci de me poser ces questions et de me permettre de tordre le cou, encore une fois, à un canard que j'ai vu passer un certain nombre de fois sur les plateaux de télévision ou de radio. Madame Fressoz, 60% du prix du pétrole, ce sont des taxes. Par conséquent, des taxes que l'État se met dans la poche. 60% du prix que vous payez à la pompe va dans la poche de l'État. Donc vous voyez que si l'État en prenait moins, vous auriez beaucoup moins à payer. Bon, par conséquent, l'augmentation dont vous parlez, liée à la dévaluation de la monnaie, qui est évidemment positive. Hein. L'objectif, c'est que c'est compétitif, ça permet d'exporter. Ne va porter que sur 40% du prix. C'est déjà pas donc l'augmentation dont vous parlez de 25%. Ça provoque une augmentation mécanique sur un prix écoutez, sur un prix de l'essence à 1,60 €, ça provoque une augmentation mécanique jusqu'à 1,85 €. C'est mécanique. Ah bon, mais comment? Expliquez-moi ça. C'est le prix du pétrole. Non, expliquez-moi comment. C'est l'impact. 60 centimes multipliés. Non, mais je ne vais pas vous rentrer dans le détail, mais 60 centimes multipliés par 15% de hausse, vous arrivez à ce montant très exact de 1,85 €. Mais monsieur, permettez-moi. Donc, comment est-ce que vous l'atténuez? Comment est-ce que vous dites ça aux Français aujourd'hui? Monsieur, permettez-moi, faire 25%, par exemple, d'augmentation de 40%.
Dans fait combien dans le prix de l'essence, vous avez 60 centimes qui sont liés au prix du pétrole. Vous augmentez ce prix-là de 30%. Vous rajoutez la TVA, vous arrivez mécaniquement à un prix de l'essence à 1,85 €. Non, monsieur. Mais si. Alors, non, monsieur. Si. Alors comment vous faites? Non, monsieur. Et j'ai clairement dit que j'allais baisser, je tiens compte de cette situation, cette augmentation qui n'est pas, contrairement à ce que vous dites, aussi importante que celle-là, parce que, encore une fois, 25% d'augmentation sur 40%. Admettons que ce soit 1,80 €. Alors, comment vous faites pour ne pas... Alors, je vais vous dire ce que je vais faire. Je l'ai proposé depuis 1 an et depuis la Grande-Bretagne l'a fait d'ailleurs. Je vais baisser de 20% la taxe sur le pétrole que l'État se met dans les poches. Donc ça va coûter 3 milliards d'euros. Voilà. Exactement. Français, ça va coûter et je 3 vais milliards créer d'euros ce qu'a fait la Grande-Bretagne, une taxation exceptionnelle sur les grands groupes pétroliers et gaziers. Donc déjà, vous donnez 3 milliards de plus à payer aux Français avec cette taxe sur la TIPP. Non, monsieur. 14 milliards, vous vous retrouvez avec 3 milliards de plus. Parce que je baisse Deuxième la chose, TIPP. quand vous... Ben oui, donc il va bien falloir la financer d'une certaine façon. Mais vous écoutez ce que je dis ou vous ne vous écoutez que vous-même? C'est l'État qui paye. C'est l'État qui paye. Qu'est-ce que je vous ai dit, monsieur? C'est l'État qui paye, donc c'est quand même le contribuable. Ce sont les Français qui payent. Je vous ai dit, monsieur, que j'allais financer cela par une taxation sur les grandes entreprises pétrolières et gazières. Total a fait 12 milliards. Ça, c'est la deuxième chose, oui. Non, c'est pas la deuxième chose. Si la TIPP d'un côté... Monsieur, vous me dites, je vous dis, je vais baisser le prix de l'essence pour les Français et je vais faire payer la différence par les grandes entreprises. Et vous me dites, ah ben les Français vont payer plus cher. Qui distribue Vous dites l'essence l'inverse de en ce que je suis en France? train de vous dire, monsieur. Qui distribue de l'essence en France? Mais monsieur, c'est pas le problème. Ah si, c'est ce le ne problème. sont pas les consommateurs qui vont payer, ce sont les grandes entreprises pétrolières Qui et gazières. répercuteront sur les prix. Et je vais même vous dire mieux, je vais faire une révélation. Est-ce que vous savez qui distribue de l'essence en France? Je vais même, monsieur, baisser... Est-ce que vous savez... Non, Madame Le Pen, écoutez-moi. Est-ce que vous savez que 60% de l'essence distribuée en France est distribuée par les grandes surfaces, par Leclerc, par Auchan? Vous allez taxer donc ces groupes-là, entre autres aussi? Mais je vais me gêner. Et alors, ils vont répercuter sur les prix. quoi? Ils vont le répercuter sur quoi? Sur les prix? Dans les magasins, des aliments, des biens qu'ils vendent? Non, monsieur, parce que s'ils le répercutent, les gens n'iront plus acheter chez eux. Voyez-vous? L'essence, c'est une dépense contrainte. Par conséquent, l'essence, c'est une monsieur. dépense contrainte. Oui, alors, on laisse l'essence monter, alors. Alors, messieurs les Français, eh bien, on ne peut rien pour vous. On va laisser l'essence augmenter. Vous ne pourrez plus rouler en voiture, puisque de toute façon, quoi qu'on dise, monsieur, il n'y a pas de solution. Ça n'est pas réaliste. Il n'y a jamais de solution. Madame Le Pen, c'est pas le problème qu'il n'y a pas de solution, c'est que pourquoi la ça Grande-Bretagne coûte quand l'a même. fait, alors, monsieur, si ça n'est pas réaliste? Dites-moi ce que vous faites, par exemple, sur les prix du gaz. Dites-moi pourquoi la Grande-Bretagne l'a fait, Mais ne monsieur. vous énervez pas, Madame Le Pen. Mais non, je m'énerve pas, mais pourquoi la Madame, Grande-Bretagne l'a fait? Dites-moi ce que vous faites sur les prix du gaz. Mais pourquoi la Il n'y a pas de TIPP sur le gaz. Alors, sur le les gaz... prix du gaz ont augmenté eh bien, de je vais vous dire ce que je vais 25% en faire. un an. Je vais baisser les prix du gaz, de l'électricité et des billets de train de 5%. Oh mon Dieu, c'est horrible. Qu'est-ce qui va se passer? Comment vous faites? Ah ben comment je fais? Eh bien, je vais demander à EDF, à la SNCF et à Gaz de France de prendre sur leurs bénéfices. Parce qu'ils ont fait des bénéfices considérables. Et EDF a fait 3 milliards de bénéfices, 3 fois plus que l'année dernière. Permettez-moi tout de même. Il y a bien des gens qui se gavent pendant que les Français, eux, voient leurs notes augmenter. Il va bien falloir à un moment donné expliquer à ces grandes entreprises qu'on ne peut pas impunément continuer à augmenter les prix pour augmenter leurs propres profits. Alors, il faut faire preuve d'un peu de volonté, monsieur. Vous me dites c'est irréalisable, mais je viens vous dire la Grande-Bretagne, pour l'essence, l'a fait. Que me répondez-vous à cela? Rien. Donc vous demandez à EDF de, par exemple, supprimer tous ces investissements dans le nucléaire dans le futur. Oh, c'est affreux. Non, mais je vous pose EDF la va question. tout arrêter, Je vous pose et la après question. il va y avoir un incident nucléaire Je parce vous pose qu'ils la n'auront pas question. investi. EDF a dit qu'il devait dépenser 55 milliards pour rajeunir ses centrales, enfin allonger la durée de vie des centrales, et par ailleurs répondre aux normes de sécurité, notamment après l'accident de Fukushima. Ces 55 milliards, ça provoque 30% d'augmentation pendant 5 ans sur les prix du courant. On dit donc demain, EDF, comment on fait? On dit à EDF, vous allez faire ces investissements comme ça, avec les résultats. Avec quel argent? Mais encore une fois, monsieur, excusez-moi, 3 milliards. 55 milliards. Si on baisse les prix de 5%, ils vont quand même pas être trop pauvres. Il va leur rester un tout petit peu milliards pour en 5 pouvoir ans, ça fait plus de 10 milliards par an. C'est beaucoup plus que les bénéfices Mais d'EDF. dites-moi, monsieur, qui a procédé depuis des années et des années à des privatisations C'est pas le sujet. Ah si, c'est le sujet, monsieur. Si, c'est le sujet.
bien sûr, parce que les Français vont s'apercevoir qu'on leur a vendu la privatisation en leur expliquant que ça allait faire baisser les prix. Et que tout ce qui a été privatisé a entraîné une augmentation spectaculaire des prix. Que donc on nous prend pour des gogos. Que donc ceux qui ont privatisé n'auraient pas dû le faire. Que donc on a en réalité gavé un certain nombre d'entreprises. GDF n'est pas une entreprise privatisée. D'accord, mais je vous parle GDF par exemple non plus. Des autoroutes. Non mais ni GDF, ni EDF C'est bien pour ne ça sont des d'ailleurs que je vais entreprises leur obliger privatisées. de baisser de 5%. Mais les autres... Mais donc ce que vous dites ne tient pas, n'ont non, pas été monsieur. privatisés, madame. Monsieur, les autres... Mais lesquels autres? Les Quels autres, par exemple les autoroutes. Tiens. Les autoroutes, elles ont été privatisées. Oui. Mais tout ça, ça pèse sur le pouvoir d'achat des Français. Parce que ça, plus ça, plus ça, plus ça. Vous comprenez qu'à un moment donné, il faut intervenir et il faut avoir de la volonté politique. J'entends bien que vous êtes tout le temps en train de me dire rien n'est possible. Non, rien n'est possible. À chaque fois qu'on vous donne une solution, ça n'est pas possible. Même quand c'est fait à l'étranger. Si c'est pas l'entreprise, c'est le consommateur. Moi, je vais vous dire ce qu'on fait. C'est l'État. Ça m'intéresse parce que ce débat est très très intéressant. Donc je vais vous dire ce qu'ont fait d'autres pays. Parce qu'à un moment donné, moi je veux bien qu'on nous explique. Dans le débat, alors, Madame Le Pen. ça c'est très intéressant. Qu'est-ce qu'ils ont fait en Belgique lors des crises pétrolières? Une partie de la TVA est rétrocédée afin de contenir la hausse des prix de l'essence. C'est donc possible. Au Royaume-Uni, les taxes sur l'essence sont abaissées. Madame Le Pen, on vous dit que c'est possible, C'est donc mais que possible. ça coûte. Non, mais attendez. L'Allemagne réfléchit à un encadrement des prix. L'Autriche l'a fait. C'est donc possible. Et en France, il n'y a rien. Madame, tout est possible. Ah, merci. C'est simplement une question de avance. coût. On a deux questions. Vous n'avez pas répondu sur l'inflation. Qu'est-ce que vous prévoyez comme taux d'inflation? Et si jamais il y a de l'inflation, est-ce que vous dites que les salaires suivront l'inflation pour qu'il n'y ait pas de perte de pouvoir d'achat? Il ne faudrait pas que je vous dise une sottise, parce que sinon, je vais aller devant le tribunal économique mené par je ne sais qui, d'ailleurs. Vous avez besoin de vos fiches. Vous êtes allé voir. Ah non, je voudrais montrer ça aux Français. Ah, ils vont pas voir, là. Désolé, c'est un peu petit. Ça, c'est tout le chiffrage de mon programme, vous voyez? Regardez, vous voyez comme ça a été fait sérieusement? Ah, je l'ai regardé. Ils peuvent donc tous aller le sérieusement. regarder de manière extrêmement précise. Et vous voyez qu'il y a... alors, il y a les hypothèses de croissance et vous avez les hypothèses d'inflation qui effectivement restent relativement stables par rapport Combien vous mettez à la fin de votre je crois quinquennat? que c'est 2,5... Faut retrouver la bonne ligne, là. 2,5 ou 3%. Voilà. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un système aujourd'hui qui est un système où l'inflation n'est pas le plus grand danger. Monter les prix du importé et ça reste pareil. L'inflation ne bouge pas. Et ça ne bouge pas. Comme C'est partout pourquoi, en madame? Europe. Parce que- Mais c'est merveilleux, c'est une alchimie merveilleuse. Oui. Oui, bien sûr. Parce qu'il y a toute une partie que vous n'avez pas vue, monsieur. C'est la création d'emplois. La création d'emplois. Parce que c'est bien beau d'entendre des candidats venir vous dire qu'on va améliorer l'indemnisation du chômage, qu'on va améliorer la formation des chômeurs, mais on va les former à faire quoi s'il n'y a pas d'emploi? Quand Nicolas Sarkozy vient vous dire on va améliorer la formation, mais pour quel emploi? Il n'y a pas d'emploi. Alors moi, mon rôle, c'est de créer l'emploi. Et pour créer l'emploi, eh bien, effectivement, il faut réoxygéner notre économie. Et il faut relancer les exportations. Et il faut abaisser la charge qui pèse sur les TPE, les PME, les PMI, les Alors, commerçants, justement, on les va artisans. passer à Michel Field, si vous voulez bien, Madame Le Pen. Les financer. Ces entreprises qui ne trouvent plus de financement parce que les banques ne font pas leur travail, parce qu'il y a un manque total de volonté politique dans notre pays, parce qu'en réalité, nos hommes politiques ne sont pas devant les banques, ils sont derrière, en train de leur courir, même derrière. Michel Et Field, ça n'est à pas vous. admissible. Bonsoir Madame Le Pen. Quand Jean-Marie Le Pen vous contredit sur les retraites, quand il cite le collaborationniste Brasillac, quand il fait une plaisanterie douteuse lors de votre bal à Vienne où vous avez rencontré le gratin des nostalgiques du Troisième Reich, je me dis, est-ce que vraiment il a envie de votre succès ou est-ce que peut-être jaloux des performances de sa fille, il vous scie un peu la branche il vous par manque derrière. parce que vous avez fait 68 avec lui, non, monsieur? Écoutez, c'est pas qu'il me Pas manque, dans le c'est même que camp, j'ai mais- l'impression qu'il vous porte un peu préjudice de temps en temps. Non, mais écoutez, moi, je crois pas du tout. Mais écoutez, quand il se substitue à vous pour... il dit de Mélenchon, il s'en est pris à une femme, ce qui est un peu condescendant, vous l'avouerez, et il se propose de se Ah, c'est substituer à vous condescendant. comme si vous n'étiez pas Non, assez vous savez, la grande. courtoisie française reste encore, même si on la voit de moins en moins, une valeur tout de même. Oui, c'est vrai, on peut tout de même, quand on est un homme, et beaucoup d'hommes encore le font, avoir un peu de courtoisie à l'égard des femmes. Et vous-même, monsieur Phil, vous le savez car vous êtes justement un homme courtois. La citation de Brasillac, ça vous gêne pas? Et la citation
et l'hommage rendu par l'extrême gauche que vous appréciez à M. Vous n'en savez rien. Théodorakis qui a expliqué qu'il était antisémite et antisioniste, etc. Ça vous gêne pas? Je vous pose une question sur Vous Brasillac. pourrez poser la même à M. Mélenchon ou pas? Ben, je lui poserai si ça me plaît, mais est-ce Monsieur, que vous vous êtes voulez un me fin répondre? lettré. Monsieur. Le bal de Vienne, par exemple. Alors, non, mais ou l'un ou l'autre, mais pas Non, tout à c'est la la fois. même chose. Ah, non, c'est pas du tout la même chose. Alors, sur Brasillac, vous êtes un fin lettré. Et vous savez pertinemment qu'il y a eu un certain nombre d'auteurs qui, humainement, étaient éminemment condamnables. Certains ont été condamnés. Et en ce qui concerne M. Brasillac, il a été fusillé. On peut imaginer qu'il a quand même payé pour sa faute. Je veux bien qu'on le ressorte de ça, Vous son rappelez qui a cercueil pour pris le la rependre. décision de